Bienvenue à tous dans ce webinaire dédié au nouveau CPF. Moi, je me présente, donc je suis Éléonore Verboven, je suis chargée de communication visuelle au CAFOC de Bordeaux. Catherine Mallet, donc responsable de développement commercial au CNED. Donc pour ce dernier webinaire de cet après-midi, nous allons le consacrer au CPF, qui est une nouvelle étape de l'histoire de la formation continue. Vous êtes tous dans l'écosystème de la formation, vous gérez un organisme de formation, vous êtes des experts de la formation, mais il nous semblait important de refaire un focus sur le CPF nouvelle version, ce qui est une étape une étape importante, mais qui est une continuité. Juste un petit rappel historique, la formation continue, c'est en 1971, 2004, l'instauration du DIF, et en 2014, le CPF. Donc voilà pour le sujet. Il nous paraissait important de vous présenter aujourd'hui le CPF et toutes ses modalités. Très bien, donc voilà comment va se dérouler ce webinaire. Donc en fait, nous on va tâcher de dégager différentes problématiques, différents sujets sous forme de questions, et puis on va essayer d'y répondre de manière la plus exhaustive possible. Et puis à la fin de chaque thème, vous serez invité, si vous le souhaitez, à poser des questions. Mais c'est nous déjà qui allons vous le proposer. Et si vous voulez intervenir, ce qu'on vous propose de faire, c'est de lever la main à l'aide du petit icône en haut à gauche. Levez la main et puis comme ça, vous pourrez intervenir de manière orale. Ce sera mieux peut-être que les deux soient mélangés avec le chat et la demande de prise de parole. Voilà, ce serait mieux d'intervenir de manière orale. Comme ça, on essaiera de gérer un petit peu les prises de parole en fonction des demandes et on essaiera de faire à chacun son tour si jamais il y a des questions, bien sûr. Voilà un petit peu pour le déroulé de ce webinaire. Donc en fait, ce CPF s'inscrit dans cette loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Deux principes à retenir sur cette réforme: donner de nouveaux droits à l'individu et le rendre acteur de sa formation, et renforcer l'investissement des entreprises dans le développement des compétences des salariés. Donc, on va peut-être, il y a eu des moments clés, on arrive à un moment charnière de la mise en œuvre de ces dispositifs. Le CPF a connu de grands changements, et se termineront, enfin la mise en œuvre 2020. Donc, les principes étant, on a changé complètement, l'écosystème a été changé, il y a une grosse transformation. Et la première a été la création d'une structure qui va regrouper tous les acteurs, depuis janvier 2019, tous les acteurs de la formation. Il s'agit de France Compétences. Alors, France Compétences, justement, c'est une instance qui a été créée au cours de la loi du 5 septembre 2018. C'est la seule et unique instance gouvernementale de la formation professionnelle et de l'apprentissage. En fait, en plus des missions confiées par la loi, elle regroupe aussi les activités dévolues auparavant à la CNCP, au CNEFOP et au FPSPP. Alors en fait, cette instance France Compétences, eh bien, elle a différentes missions. Donc en fait, en gros, voilà, elle a une mission de financement, régulation, contrôle et évaluation du système de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Elle est là également pour promouvoir le développement des compétences. Le but étant aussi de permettre une égalité d'accès en fait à la formation professionnelle à l'ensemble des individus qui sont rentrés dans le monde actif. Elle est là également pour financer et répartir les fonds mutualisés, réguler et contrôler les coûts, établir les règles de prise en charge des actions de formation, et puis s'occuper aussi de la qualité des actions de formation. Elle gère aussi la garantie des certifications professionnelles en justifiant, en essayant de garantir une pertinence des certifications et en s'assurant en fait qu'il y ait une véritable adéquation entre les formations proposées et puis les besoins actuels de l'économie. Mais elle organise également le conseil d'évolution en évolution professionnelle. Elle est là pour coordonner et harmoniser. Elle
En fait, France Compétences est habilité à effectuer un suivi des contrats de plans régionaux de développement des formations et de l'orientation professionnelle. Son but également, c'est d'informer et d'évaluer. Elle mène des études en fait sur tous les dispositifs, voilà, pour évaluer la pertinence de ces dispositifs. Elle est là aussi en tant que médiatrice. Elle s'occupe des réclamations individuelles des personnes. Et puis elle est là également pour produire un rapport annuel qui sont là aussi pour proposer des axes d'amélioration sur les services rendus aux personnes. Alors ensuite, Catherine, si tu veux bien nous... Alors, est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à ça? Est-ce que tout est clair? Est-ce que vous avez déjà eu connaissance, évidemment, de toutes ces modifications? Vous êtes organisme de formation, vous êtes amené donc à agir dans ce nouvel environnement. Et il nous semblait important aujourd'hui, justement, de rappeler ce nouveau paysage et de voir les conséquences pour les uns et les autres dans nos activités. Bon, alors du coup, on va passer maintenant à cette présentation. Alors voilà, le DIF est parti, le CPF arrive, enfin, a repris. Donc, que vont devenir les heures que toute personne active, en activité en tout cas, a pu acquérir au cours de ces années? Le reliquat des heures DIF non consommées a été transféré sur le CPF, le compte personnel de formation. Et elles peuvent être mobilisées par les salariés, ça c'est très très important. Si vous êtes amené à faire du recrutement de candidats par rapport à vos heures de formation, n'hésitez pas à faire savoir que les heures DIF et capitalisées sont utilisables jusqu'au 31 décembre 2020, c'est important. Donc le CPF permet d'acquérir donc des droits à la formation et surtout dans cette réforme, c'est que la personne puisse mobiliser ses droits comme bon lui semblera. Et donc la grande modification de ces heures DIF et de cet ancien CPF sont toutes transformées et créditées en heures depuis le 1er janvier 2019. Mais c'est quoi alors ce CPF? Le CPF est regroupé dans le compte personnel d'activité. Donc on y retrouve le CPF, le compte professionnel de prévention et le compte d'engagement citoyen. Est-ce que tout le monde avait entendu parler vous aviez entendu parler de ces trois dispositifs? Oui? N'hésitez pas à prendre la parole. Donc, le CPF, on en a parlé rapidement. Merci Aurélie de ta réponse. Le compte professionnel de prévention, ça c'est important aussi que vous soyez organisme de formation ou conseil ou que vous apportiez des conseils auprès de futurs stagiaires. Les individus en activité n'ont pas toujours connaissance de ce compte professionnel de prévention. Il s'agit des personnes exposées à des métiers pénibles, donc physiquement, ou également qui sont soumis à des rythmes biologiques un peu difficiles, les gens qui travaillent de nuit. Donc en plus des heures qu'ils vont pouvoir acquérir dans leur CPF, ils ont un compte supplémentaire. Là encore, c'est pour que l'individu puisse à un moment donné bénéficier de droits supplémentaires à la formation et disposer de droits pour se former à un autre métier en reconversion. Et le compte d'engagement citoyen, lui, c'est un compte qui des heures qui sont donc plutôt une capitalisation en heures disponibles, pas en heures mais en montant, j'ai du mal, suite à une activité d'engagement citoyenne. Donc que vous fassiez du bénévolat, que vous soyez bénévole dans une association ou pied volontaire, tout ça sur la base de volontariat, cela donne droit ça ouvre des droits supplémentaires au CPF en tant que salarié. Donc ce compte d'engagement citoyen, la preuve à apporter, cet engagement doit être signifié dans un conseil d'administration, un rapport d'activité annuel de l'association dont vous faites partie. Voilà, mais Éléonore, à qui s'adresse le compte personnel de formation? Alors, en fait, ce compte personnel de formation, il est ouvert pour toutes les personnes de plus de 16 ans, enfin, à partir de 16 ans et plus.
et éventuellement les jeunes de 15 ans qui seraient rentrés en contrat d'apprentissage. Euh, et ce CPF en fait se ferme automatiquement dès l'arrivée à la retraite. En fait, il suit la personne active tout au long de sa vie professionnelle. Donc, ce qui peut être intéressant de savoir aussi, c'est comment faire pour consulter son compte personnel de formation. Eh bien, ça se fait en ligne. Il faut se rendre sur une plateforme. Donc, l'adresse, c'est moncompteactivité.gouv.fr. C'est un espace personnel, sécurisé, bien sûr, dans lequel, en fait, vous trouverez toutes les informations sur votre CPF. Alors, pensez à vous munir de votre numéro de sécurité sociale pour pouvoir y accéder. Ça vous permet de faire le bilan un petit peu de tout ce que vous avez acquis jusqu'à présent. Vous pouvez vérifier donc toutes les informations qui y figurent et sachez que vous avez aussi la possibilité de corriger certains éléments. Ça va pour tout le monde jusque-là? Donc je continue. Ce site en fait donc ce que je disais tout à l'heure vous permet donc d'accéder aux informations qui vous concernent. Vous pouvez aussi trouver des informations sur les formations. Il faut savoir que toutes les formations éligibles au CPF sont répertoriées. Vous pouvez aussi trouver des infos en ce qui concerne tout ce qui est financement de la formation. Donc il y a quand même pas mal de choses en termes de renseignements, hein. C'est une plateforme assez exhaustive. Vous pouvez aussi avoir accès à des services numériques qui peuvent vous donner des conseils sur l'orientation professionnelle et la capitalisation des compétences. Alors en ce moment, en fait, il y a la Caisse des dépôts et des consignations est en train de travailler sur une application. Là, on m'a enlevé ma diapositive. J'y retourne. Donc en fait, je suis perdue. Voilà, c'est la Caisse des dépôts et des consignations qui est en train de... Pourquoi ça bouge partout tout le temps là? Excusez-moi. Donc c'est la Caisse des dépôts et des consignations qui est en train de travailler sur une application mobile et qui sera disponible à l'automne 2019, dans laquelle vous pourrez en fait directement réserver et acheter directement vos formations en ligne. Il n'y aura plus besoin d'intermédiaire. C'est un peu si vous voulez, l'optique et le but de cette nouvelle loi, c'est de rendre un petit peu l'usager libre de ces formations et le rendre autonome dans la gestion en fait de sa formation et de son évolution professionnelle. On pourra aussi consulter directement les droits à la formation. Et comme je vous le disais, en fait, il y aura toute l'offre des formations disponibles sur cette plateforme. Voilà. Donc s'il n'y a pas de questions dans ce domaine-là, est-ce qu'on peut voir, Catherine, comment sera alimenté le CPF? Alors, le CPF, depuis le 1er janvier donc 2019, est donc alimenté en euros. Donc, c'est un décret qui a fixé le montant. Il a été fixé à 15 euros par heure déjà engrangée. Donc, les salariés qui ont une durée égale ou supérieure à la moitié de la durée légale créditeront chaque année donc 500 euros jusqu'à un plafond de 5 000 euros, 500 euros par an. 800 euros s'ils sont non qualifiés niveau BEP ou CAP, avec un plafond là de 8 000 euros. Le crédit pour les travailleurs handicapés est lui majoré et il n'y a pas de plafond. Là aussi, la nouveauté par rapport aux salariés à temps partiel, compris entre 50 et 100%, ils bénéficieront des mêmes acquisitions, des mêmes droits que celles pour les salariés à temps plein. Évidemment, en dessous, il y aura une proratisation et le minimum sera fixé. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est depuis janvier 2019, les droits, donc c'est 500 euros ou 800 euros par an, plafonnés donc au bout de 10 ans à 5 000 euros sur un compte personnel. La grande nouveauté, je ne sais pas, parmi vous, y a-t-il des travailleurs indépendants? Non? D'accord.
La nouveauté, c'est les travailleurs indépendants. Depuis, depuis 2020, à partir de 2020, ils pourront bénéficier des droits acquis sur leur compte personnel de formation. Et il sera alimenté, comme les salariés, 500 euros par année avec un plafond de 5 000 euros. C'est la première fois que ces travailleurs indépendants non salariés ont accès à leur CPF. Après, on ne va pas développer cette partie-là, mais les agents de la fonction publique et les agents consulaires n'ont pas encore, leur compte n'est pas encore crédité en euros. Ils ont les heures, mais ça n'est pas crédité. Ça devrait se faire dans le courant 2020. Donc, la grande idée de ce CPF, c'est l'accès aux formations qualifiantes des actifs dans une logique de sécurisation de parcours professionnel. Donc, premier objectif, accompagner les mobilités professionnelles et acquérir une qualification ou accéder à une qualification de niveau supérieur. Une nouveauté également, les personnes en recherche d'emploi qui ont eu à un moment donné une activité, qui ont capitalisé des droits sur leur CPF, peuvent mobiliser ces droits pour une formation. Également pour les personnes handicapées. Mais Éléonore, quelles deviennent les heures acquises avant le 1er janvier 2019? Alors, les heures acquises donc, au titre du CPF, également du DIF, eh bien, seront reconverties en euros. Alors, il faut savoir qu'une heure sera égale à 15 euros, tout simplement, à partir du 1er janvier 2019. Alors, l'inscription du crédit en euros s'effectuera dans le courant du premier trimestre en fonction qui suivra l'année d'acquisition. Par exemple, pour un salarié qui aura donc un crédit en euros qui se fera au cours du premier semestre 2019. En fait, ça se fera au cours du premier semestre 2019 et pour l'activité qui sera exercée en 2018. Si je prends l'exemple d'un salarié qui n'a jamais utilisé son DIF, donc il aura un maximum de 120 heures disponibles et qui aura encore un stock d'heures de CPF acquise depuis 2015, ça fera 72 heures, il lui restera donc 2 880 euros sur son compte. Il faudra en fait ajouter à cette somme-là, au courant du premier semestre 2019, les 360 euros acquis pour les 24 heures qu'il aura en fait, auquel il aura droit pour le travail fait au cours de l'année 2018. Donc il y aura un total de 3 240. Bon, c'est pour vous donner un petit montrer comment tout ça peut se calculer. Ensuite, est-ce que vous avez des questions par rapport au calcul des heures du CPF et du DIF? Non, pas de questions. Donc on va voir maintenant comment faire pour utiliser le CPF. Donc comme je disais, donc les droits du CPF sont comptabilisés en euros. Alors le grand principe de ce nouveau CPF, en fait, c'est de pouvoir mobiliser soi-même ses heures, enfin, ou ses euros plutôt maintenant. C'est la personne en fait concernée qui prend l'initiative de mobiliser donc son CPF, qu'elle soit salariée d'ailleurs ou non. Il faut savoir que quand on est, si par exemple on est amené à connaître une période de chômage au cours de sa vie professionnelle, et bien on peut justement en profiter pour suivre une formation. C'est souvent d'ailleurs une période de choix d'ailleurs pour faire un petit peu le point sur ses compétences et puis pour se former, pourquoi pas recourir à une reconversion professionnelle. Voilà. Pour les salariés, alors là du coup, si la formation est financée uniquement par le salarié dans sa totalité et en dehors du temps de travail, on n'a aucunement besoin d'avoir l'accord de l'employeur. En revanche, si l'employeur intervient pour financer donc toute ou partie de la formation, ou alors doit offrir en fait du temps de travail pour du temps de travail effectif pour que la personne puisse travailler chez elle, eh bien effectivement on doit avoir l'accord bien sûr de l'employeur. Alors après il y a des délais
à respecter pour faire la demande. C'est au minimum 60 jours pour, avant le début de la formation, pour une formation qui va durer moins de 6 mois, et puis pour une formation qui durera un peu plus longtemps, prévoir au minimum 120 jours avant le début de la formation. Voilà, savoir que si l'employeur ne répond pas à la demande, au-delà d'un délai de 30 jours, ça veut dire qu'en fait, il est d'accord. Sachez-le, ça peut toujours être bon à savoir. Donc, en ce qui concerne la situation des demandeurs d'emploi, et bien à ce moment-là, il faudra, pour pouvoir bénéficier du CPF, il faudra s'adresser directement à son conseiller Pôle emploi. Lorsqu'il y a des formations qui sont financées par la région, Pôle emploi ou la GFIP par exemple, son compte sera débité directement du montant de l'action de formation réalisée, dans la limite bien sûr des droits qui seront mobilisés, qui seront comptabilisés pour cette personne. Pour les agents publics, en fait c'est aussi également à l'initiative de la personne. Il y a aussi pareil tout un protocole aussi à faire, une demande à faire auprès de l'employeur, que je vous détaille pas parce que voilà, vous l'aurez dans le PDF qu'on vous transmettra après, après ce webinaire. On va enchaîner. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Parce qu'au niveau du temps, on va être un peu limite. Donc si vous voulez bien, je vais proposer à Catherine d'enchaîner sur le devenir des OPCA. Qu'est-ce qui se passe pour les OPCA maintenant? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Eh bien, les OPCA, ils sont partis, ils étaient 20, ils sont maintenant des OPCO, ils sont 11, et leur mission a complètement été transformée. En étant dans une année de transition, hein, puisque le choix définitif, hein, la liste définitive est arrêtée à 11 depuis début avril, donc c'est encore assez récent. Hein, je vous disais que tout ça se met en œuvre. Donc, ces opérateurs, ces OPCA devenus OPCO sont des opérateurs de compétences et leur mission change. Ils deviennent maintenant, alors on va passer hop, à la slide suivante. Ah, pardon. Hop, mince. Alors, les OPCO, donc, les OPCA sont devenus des OPCO. Ils gèrent les formations des salariés, donc des PME, TPE de moins de 50 salariés et abondent les CPF. Donc, les salariés des entreprises qui mobilisent leur CPF, des entreprises de moins de 50 salariés et qui n'ont pas assez pour financer les formations qu'ils choisiraient, donc c'est l'OPCO qui complète le financement. Les OPCO financent les contrats de professionnalisation et d'apprentissage dans une année de transition et ils passent les conventions avec les régions, notamment pour la gestion des CFA. Tout ça est une année en transition, hein, puisque ça va définitivement changer en 2020. Ils animent également les actions de reconversion et de promotion par l'alternance ainsi que les actions de formation pour faire face à des difficultés conjoncturelles. La grande nouveauté des OPCO, c'est qu'aujourd'hui, les OPCO n'ont plus les financements. La grande nouveauté, c'est qu'ils travaillent avec les branches, puisque les OPCO, ce sont 11 branches, et travaillent sur les filières en proximité et en collaboration avec les entreprises pour mettre en œuvre des formations en bloc de compétences qui répondront au mieux aux attentes des entreprises. L'idée est bien que la formation forme des personnes et les rende employables et répondent aux besoins des entreprises. C'est la grande nouveauté des OPCO. Alors, mais quelles sont donc les formations qui sont éligibles du coup, puisque la transition faite, les OPCO travaillent sur des blocs de compétences. Le CPF permet de financer, comme toujours, la VAE. Alors, je ne sais pas, il y a une grande nouveauté sur la VAE aujourd'hui. Jusqu'à présent, une VAE partielle était valide pendant 5 ans. Aujourd'hui, une personne qui aura fait une VAE garde le bénéfice des blocs de compétences sans limite de temps. Donc c'est très important et effectivement ça dessine complètement le paysage des formations de demain. Finance également le bilan de compétences, les actions de formation dispensées aux créateurs ou aux repreneurs d'entreprise, la préparation au code et au permis de conduire. Toujours au CPF sont enregistrés, donc disponibles, comme vous l'a montré Éléonore tout à l'heure, dans mon compte CPF sur
moncompteactivité.gouv. Vous avez accès directement à toutes les formations qui sont éligibles, parmi lesquelles toutes les formations certifiantes inscrites au RNCP, également tous les blocs de compétences inscrits au RNCP et les certifications. Voilà. Alors, rapidement, dans ces formations-là aussi, une donnée qu'il faut avoir en tête, les référencements, la nomenclature des niveaux de formation a changé. Donc, il est important de l'avoir en tête. On a dû se mettre en ordre de marche par rapport au panorama européen. Le niveau 5, donc, qui correspondait au niveau des CAP, c'est dorénavant niveau 3. Et surtout, il y a eu la création également d'un niveau 8 qui correspond au doctorat. Voilà, c'est une petite information, mais si dans le cadre de votre organisme de formation, vous êtes amené à faire des programmes détaillés des formations que vous proposez, vous avez une obligation de mettre le niveau, donc il est important de mettre ce nouveau niveau. Je laisse maintenant la transition à Éléonore. Alors maintenant, on va parler de la qualité, parce que bien sûr, il y a un impact sur la qualité en formation professionnelle, hein. Est-ce qu'elle sera obligatoire pour les organismes des formations? Eh bien, dans la loi du 5 septembre 2018, il est prévu qu'à partir de janvier 2021, tout organisme de formation devra être certifié pour accéder au financement public, hein, c'est-à-dire les formations de l'État, la région, Pôle emploi, etc. Alors en fait, c'est France Compétences, hein, qui est chargée de contribuer au suivi et à l'évaluation de la qualité des actions des formations dispensées. Elle a mis à disposition d'ailleurs tous ces acteurs un référentiel national de certification de qualité. C'est elle aussi qui détermine les instances de labellisation qui peuvent délivrer cette certification. Donc en gros, pour résumer, donc les impacts sur la qualité de la formation, c'est déjà il va y avoir plus de choix en termes de formation parce que ça va relever déjà le niveau de qualité de toutes les formations proposées. La gestion en fait sera réalisée par les OPCO. Et puis c'est toujours cette autorité nationale de régulation et de financement, France Compétences, qui est là un petit peu pour centraliser tout ça. Et puis dont le but en fait est de simplifier et d'apporter un peu de la transparence dans tout ce qu'on nous propose aujourd'hui. Voilà, donc le gros enjeu actuel pour tous les organismes de formation, c'est d'obtenir une certification qualité. Donc il y en a déjà certains d'entre eux qui ont déjà par exemple une certification telle que Datadoc. Ils devront aujourd'hui s'appuyer sur le référentiel de France Compétences pour accéder à la certification, au niveau de certification supérieure, et puis pour se mettre en ordre de marche pour pouvoir être qualifié de compétente au regard de France Compétences. Alors, Catherine, tu vas nous parler maintenant, tu vas nous expliquer en fait comment on peut faire si le montant disponible sur notre compte CPF ne couvre pas du tout le coût de la formation que l'on veut réaliser. Alors en fait, oui, si le coût de formation est supérieur au montant des droits inscrits sur son compte, donc demain, Éléonore, donc sur ton compte, tu sais que tu as 3 000 euros, tu as choisi une formation qui coûte 5 000 euros. Non, c'est un mauvais exemple parce qu'éducation nationale, on n'y a pas droit. Donc, mais on va dire que tu es dans le privé, que tu es salarié de droit privé. Ces droits-là, comment tu peux comment trouver les sources complémentaires? Ça, c'est super important. Donc déjà, tu peux aller voir ton employeur, la direction des ressources humaines, faisant part de ton projet. Et ça, tu peux le faire également lors de ton entretien annuel ou également dans le cadre d'accords collectifs. Il faut savoir que certaines entreprises ont déjà mis en œuvre des accords collectifs pour des abondements dans le cadre du CPF des salariés. Également, il peut y avoir un abondement supplémentaire de la part du salarié. Tout ça peut s'ajouter. Et puis également de la part de l'OPCO, qui peut compléter ce financement. Oui, alors pour certaines catégories. Pardon. Oui, pardon. Vas-y, excuse-moi. Ce que tu disais, pour compléter ce que tu dis, effectivement, pour certaines catégories de personnes, en fait, ils peuvent se tourner vers un opérateur de compétences ou bien effectivement l'État, les régions, une collectivité territoriale. Pôle emploi, ça dépend de sa situation, c'est toujours pareil, hein. Si la personne est au chômage, c'est vers Pôle emploi qu'elle se tournera donc pour
obtenir des financements supplémentaires. Il peut y avoir aussi la Chambre régionale des métiers et de l'artisanat. Enfin, voilà, il y a différents organismes ou institutions qui peuvent être aussi à même d'apporter des fonds supplémentaires pour aider à la réalisation de cette formation. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Ok, on va conclure. Alors, rapidement, donc, on a vu le CPF. Il y a également donc une grande modification, c'est le CPF de transition professionnelle qui a remplacé le congé individuel de formation. Là encore, c'est le salarié qui choisira, le salarié en CDI ou en CDD, qui choisit de faire une reconversion. Donc, pour cela, il peut faire appel au CPF de transition professionnelle. Il faut savoir qu'un salarié qui veut faire un CPF de transition professionnelle, ancien CIF, peut également mobiliser son CPF. Ça sera même très bien vu, puisqu'en fait, dans le montage de son dossier, s'il dit, moi je mobilise le capital à ma disposition dans le cadre de mon CPF, je mets 5 000 € ou 3 000 € sur la table, tous les fonds, ça peut aller en sa faveur pour la validation de son projet. Mais que se passe-t-il en cas de changement de situation? Écoutez, en fait, c'est bien simple. Il faut savoir qu'avec cette nouvelle loi aujourd'hui, le CPF en fait est directement attaché à la personne et non pas au statut de la personne, ni à son contrat de travail. C'est-à-dire que la volonté en fait aujourd'hui de l'État, c'est de redonner la liberté en fait à l'individu et le rendre acteur de sa formation et de son évolution professionnelle. Une fois que vous avez acquis vos droits, vous les avez pour toujours et vous pouvez en faire ce que vous voulez, quelle que soit votre situation. C'est comme une sorte de compte épargne qu'on pourrait mobiliser en fait. Vous m'entendez là? Oui, c'est bon. Vous Oui, m'entendez? oui. C'est bon? Je disais en fait voilà, l'individu peut mobiliser quand il le souhaite en fait, c'est son droit à la formation. Il a aussi également plus de visibilité sur ses droits et plus de liberté, hein. C'est vraiment le but fondamental de cette nouvelle loi. Ça permet également, pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est que ça permet aussi de maintenir le niveau d'employabilité de la personne et ça concourt aussi à la sécurisation du parcours professionnel. Donc il y a vraiment cette notion de liberté d'action pour l'individu actif. Je pense qu'on peut conclure comme ça. Il y aura ce PowerPoint là qu'on vous a montré vous sera envoyé donc par la suite rapidement pour que vous puissiez avoir un support de tout ce qu'on a vu. Et puis moi je vous remercie en tout cas de votre attention. J'espère que ce sujet vous aura intéressé. On n'entend plus Éléonore. Voilà. Ok, merci. Faire un petit peu Éléonore sur la fin également. On va laisser Jean-Louis. Non, mais je vous laisse simplement, ben vous, voilà, on arrive au bout. Là, on a dépassé un petit peu, il y a eu du retard dans chacun des groupes. Même chose que pour les autres, on y reviendra. Alors, juste sur la forme, on peut dire que vous étiez dans une forme qui ressemble plus à un webinaire que les deux exercices précédents. On était plus dans quelque chose qui s'apparentait à une classe virtuelle, dans la structuration, voilà, il y a les interactions qui étaient proposées, les tableaux blancs, les vidéos à droite à gauche. Je sais pas, je vous laisse d'abord vous faire une première réaction à chaud, même si tout s'enchaîne un petit peu rapidement. Il nous aurait fallu plus de temps. En fait, difficile, hein. Franchement, c'est très difficile d'être synthétique et de donner les bons messages. Et la difficulté par rapport à une présentation comme celle-ci, d'un webinaire où normalement il n'y a pas trop d'interaction sur ce type de présentation, on n'a pas le feedback. Donc, le ressenti, on n'a pas de retour, quoi. Alors que quand on a l'exercice qui est plus difficile, à mon avis, quand même aussi, d'animation avec une interaction avec les participants, on les sent actifs, tandis que là, on ne sait pas. Voilà. Et travailler à distance avec Éléonore, c'est pas simple. Mais on y arrive. Et Éléonore, je te laisse. Pour rebondir sur ce que tu dis, Catherine, c'est vrai qu'on n'a pas eu de prise en fait sur les participants. On n'avait pas de moyen de capter ou de vérifier leur attention. C'est vrai que ça, maintenant que
une fois que c'est fait, maintenant, c'est vrai que je regrette qu'on n'ait pas eu l'idée d'utiliser effectivement le tableau blanc ou des outils interactifs. C'est vrai que ça aurait été apporté un peu plus de vie parce que surtout là, on arrive à la fin, comme on arrive en dernier, je pense que Vous en avez j'espère marre. que j'ai j'espère que voilà, vous n'avez pas été tenté de dormir un peu ou de faire autre chose, mais c'est vrai que c'était un peu compliqué de capter l'attention de tout le monde. Moi, après, pour ce qui est sur le plan plus personnel, c'est un sujet que je maîtrisais pas complètement, enfin, pour dire pas vraiment en profondeur, le CPF, donc j'ai tendance plutôt à lire un petit peu mes notes. Donc, je pense pas avoir apporté plus de choses que si j'avais en fait fourni le document en lui-même. Donc, bon, voilà, après, il aurait fallu, je pense, ouais, qu'on réfléchisse plus sur des activités un peu d'interaction pour apporter un peu de vie à tout ça et voilà, apporter un petit plus par rapport à ça. Mais après, sinon, je suis contente déjà que tout Ce est que dit Louise est Si. dans le chat est effectivement intéressant. C'était bien ça de vous relancer à chaque fois par des questions. Et vous, Éléonore, vous allez nous parler de ci, et Catherine. Et donc ça, c'était une chouette idée. Alors, dans la continuité de ce que vous avez dit, et par rapport à la gestion du temps et par rapport au contenu, attention aussi peut-être à la. J'ai trouvé que les slides étaient très chargés, Et encore. ce qui vous a pas aidé plus à pouvoir dérouler facilement les choses ou vous focaliser parce que il y avait et beaucoup de slides et les slides étaient très chargés. Donc c'est vrai que ça, quand on a un temps contraint comme ça, c'est pas évident à gérer, hein. Donc voilà, mais bon, dans l'alternance voilà, régulière entre chacune d'entre vous, c'était plutôt bien ça et de pouvoir voilà, se questionner à tour de rôle. C'était une bonne entrée. Bon voilà, on reviendra sur les éléments. Après, faites attention aussi peut-être. Vous avez vu petit défaut entre guillemets, pardon. C'est que c'est bien aussi d'aller solliciter les gens directement parce qu'effectivement, parfois les interactions, quand on n'a pas créé d'outils ou de tableau blanc ou d'aspect, c'est bien de donner la parole directement à quelqu'un. Alors, ça aurait pu prendre l'un d'entre nous. Si on est simplement dans l'attente que les gens réagissent, ben, parfois, voilà, ils vont pas oser se saisir la parole. Donc, d'être un peu plus directif dans les sollicitations, c'est aussi bien. Mais c'est vrai que c'est un exercice compliqué et je vous dis que c'est encore plus compliqué dans la situation dans laquelle vous êtes, puisque vous êtes tous les binômes là, sont à distance les uns des autres. Donc, bravo d'avoir en tout cas tous mené à bien l'exercice vous pourrez donc vous revisionner et avoir un regard un petit peu autocritique sur votre animation. Et bah, écoutez, je ne vais pas vous retarder plus longtemps parce qu'on a pris un peu de retard, il est 6h10.